Alors, ce jingle pour vous dire que ça démarre. Et donc, pour vous dire bonsoir. On aime bien démarrer à l'heure, à la saucée. Vous allez vite le comprendre dès ce soir, du coup. Donc, merci à vous d'être à l'heure et d'être avec nous ce soir. J'en ai rencontré normalement pas mal d'entre vous. J'ai une lumière très forte dans les yeux, je ne vous vois pas très bien. Mais pour ceux qui ne me connaissent pas, qui ont plutôt rencontré Nicolas ou qui n'ont pas encore eu leur entretien de candidature définitif, je suis Lucie Herlé et je suis copilote du parcours Nouvelle-Aquitaine. Avec, vu que je suis en je suis avec Nicolas Picard, que vous verrez tout à l'heure. Et on est ravis, avec toute l'équipe, de vous recevoir ce soir. Merci beaucoup. Avant de commencer la soirée, je vais demander à 2 hommes de me rejoindre. Un, c'est Philippe Massol, qui est le directeur du lieu qui nous accueille ce soir et surtout qui nous invite ce soir. Merci beaucoup Philippe. Et il est également alumni du premier parcours. Et j'invite aussi à nous rejoindre Dominique Thomasson, voilà, qui a, avec son entreprise, contribué à la construction de ce bel édifice et qui est, lui, un nouveau participant du parcours qui arrive. Voilà, donc je vous laisse tous les deux la parole. Je te laisse mettre ta... Ouais. Je vais mettre. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Moi, je suis ravi de vous accueillir ce soir. Je vous accueille avec 2 casquettes, effectivement. Lucie l'a précisé. D'abord, la casquette de directeur général. Alors, on dit de la cité pour aller vite, mais je vais peut-être apprendre à certains d'entre vous. En fin de compte, derrière la cité, il y a une fondation reconnue d'utilité publique qui s'appelle la Fondation pour la culture et les civilisations du vin. Et donc, effectivement, la mission de cette fondation, qui a été créée maintenant il y a pratiquement 10 ans, c'est de valoriser, de transmettre ce patrimoine culturel et vivant qu'est le vin. Et puis, j'ai une deuxième casquette, effectivement, c'est celle d'avoir eu la chance, parce que je considère vraiment que c'est une chance, d'avoir pu faire l'année dernière avec Laurent Bascatalina, qui est le secrétaire de la Fondation, donc ce parcours de la CEC Nouvelle-Aquitaine qui a, je pense, on peut le dire, enfin, en tous les cas pour moi, je parle pour toi parce que je sais qu'on partage ça, qui a vraiment modifié ma vision du monde et la vision du rôle que pouvait effectivement jouer l'entreprise. Alors, je vais... J'ai foutu la merde. Pourtant, appelez-nous le responsable. Je devrais savoir m'en servir. Non, en fait, compte, c'est que je suis en... Celle de droite. Ah, voilà, pardon. Juste partager ça avec vous. Vous avez dû voir ça juste dans l'entrée. On a eu une surprise incroyable il y a quelques mois. On a reçu un courrier de la part du gouvernement qui nous demandait de garder très secret le fait que la Cité du Vin venait d'être choisie pour être une des égéries monuments de la France. Avant nous, il y a la Tour Eiffel, il y a Notre-Dame, il y a Chambord et le Mont-Saint-Michel, et le 5e, c'est la Cité du Vin. Donc autant vous dire que... Autant vous dire qu'on est très fiers. Ça veut dire effectivement que la Cité du Vin, avec ses autres grands monuments français, va participer à des campagnes dans différents pays à travers le monde, des campagnes d'affichage, des campagnes de réseau, etc. Donc on est effectivement très fiers. Et si elle a été choisie, c'est parce que son architecture est absolument remarquable et parce qu'ils ont considéré effectivement qu'on représentait l'excellence française du vin. Et voilà. Et donc, si l'architecture est effectivement remarquable, ben, c'est en partie grâce à ta société, parce que effectivement, tu es le président de Coveris, et Coveris est la société qui a su, de manière incroyable, positionner avec les architectes ces 900 plaques de verre qui font la magie de la Cité du Vin en plus de sa forme. Donc voilà, donc on a voulu effectivement avec Lucie, avec Dominique, faire un peu l'introduction de cette CEC. Donc je vais lui passer la parole maintenant. Donc Dominique, vas-y. Merci Philippe. Bonjour à tous. J'ai 1 minute 30, hein, c'est ce que tu m'as dit, donc il faut vraiment que je sois rapide.
Effectivement, on est super fiers d'avoir réalisé cet ouvrage. Je pourrais effectivement vous en parler longtemps, juste pour ajouter 2-3 données quand même techniques, parce que j'aime bien les données quand même. Effectivement, il était super technique ce projet. Les quelques vers que tu as évoqués sont tenus par, juste pour donner une petite tendance, par 5000 pattes, toutes différentes en longueur, en inclinaison dans tous les sens. Donc on était là sur un projet en termes de conception qui était totalement différent de ce qu'on peut faire classiquement dans le bâtiment. On n'a pas dessiné, on a programmé le modèle pour ensuite faire en sorte que ça puisse se construire correctement. Voilà. Et puis inventer plein de systèmes de pattes, de systèmes de fixation, etc. Donc pour nous, ça a été un super challenge. Je dis souvent que sur Bordeaux, on a eu deux grandes étapes dans le développement de Coveris. Il y a eu d'abord le pont, qui est pas loin d'ici, hein, les piles du pont, les parties vitrées, et qui clignote là, en ce moment, dont on est particulièrement fier. C'était 3-4 ans avant, la Cité du Vin. Et puis il y a eu la Cité du Vin, c'était vraiment le deuxième projet pour nous qui était emblématique. Et puis ce soir, on se retrouve là, donc c'est assez rigolo parce que on se connaît aussi avec Philippe depuis pas mal d'années. Et j'ai envie de dire, gageons que ce sera une troisième étape importante dans l'écriture et l'histoire de l'entreprise. On avait un sujet à l'époque qui était l'innovation autour de ce sujet-là. On continue l'innovation, alors elle sera sans doute moins technique. On sent bien qu'aujourd'hui l'innovation elle passe par plein d'autres choses. Et puis je suis assez convaincu qu'au travers de la CEC, on va aller chercher d'autres je vais dire, curseurs, d'autres outils de l'innovation qui participeront à notre développement. Je suis aussi convaincu qu'il faut qu'on le fasse avec toujours la même dynamique, l'entrain, l'intérêt qu'on peut trouver dans ces nouveaux challenges et ces nouveaux défis. Et du retour qu'a pu me faire Philippe et des premiers échanges qu'on a pu avoir avec la CEC, on est plutôt convaincu qu'on devrait aller vers ça. Voilà, donc merci. Merci beaucoup à tous les deux. Je vais vous dire un petit peu vous faire une petite projection de la soirée pour savoir où on vous emmène. Donc on vous emmène de maintenant jusqu'à à peu près 20h20 environ. On va commencer par présenter le mouvement CEC pour que vous compreniez voilà, où est-ce que vous arrivez, qui on est. Ensuite, on vous présentera la théorie du changement de la CEC. Rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Et évidemment, ce soir, l'intention est de prendre le premier pouls du collectif, que vous commenciez à apprendre à vous connaître, à nous connaître, et à nous aussi, équipe, à vous connaître. Et donc, on vous parlera de ce collectif émergent. On aura la chance d'avoir 3 témoignages d'alumni, donc beaucoup d'inspiration ce soir pour vous. Et enfin, du coup, on partira sur une photo de groupe qui se fera ici. On vous aiguillera, tout sera facile pour vous. Et on partira au cocktail à peu près voilà, sur 20h30, 20h45. On essaiera de terminer à 23h. Voilà. L'année dernière, on devait mettre les gens dehors tellement ils étaient bien avec nous. On verra ce qu'il en est pour vous. On espère que ce soit réussi pour vous aussi. Pour cette prochaine étape, du coup, ce premier lancement, nous avons l'honneur ce soir d'avoir Amélie avec nous. Amélie, ce soir, est là avec sa casquette de coprésidente de l'association CEC. Et il faut savoir qu'Amélie, elle est là depuis le début, donc elle fait partie des fondateurs de la CEC. Elle a pris soin, et elle en prend encore soin, de tous les bénévoles du premier parcours et de toute l'équipe CEC. Aujourd'hui, ça représente plus de 450 personnes. Et elle nous fait l'honneur d'être là ce soir, et donc on te remercie de ta présence. Merci beaucoup, Lucie. Je suis ravie d'être parmi vous ce soir et d'inaugurer ce deuxième parcours de la CEC Nouvelle-Aquitaine 2024. Je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie. Je vous remercie de vous engager dans ce parcours, dans cette aventure. Car oui, chers participants, vous allez vivre une aventure de 10 mois qui commence aujourd'hui et à l'issue de laquelle vous allez rejoindre la grande communauté de la CEC. Tout d'abord, laissez-moi vous préciser ce qu'est la CEC et ses différentes entités. C'est un slide un peu administratif, je vous l'accorde, il n'est pas hyper sexy, mais il a le mérite de poser l'organisation. Dans cet écosystème, nous retrouvons 3 organisations
En haut, vous avez l'association et le fonds de dotation. Tous deux sont de mission d'intérêt général. Ils sont au service de la transition, du plus grand que soi, avec la volonté d'être valeur d'exemplarité pour le monde économique. Et avec l'association plus précisément, nous souhaitons rendre accessibles nos parcours transformants à tout type et toute taille d'organisation pour favoriser la mixité et la coopération. Les feuilles de route produites par les participants à visée régénérative sont en libre accès. D'ailleurs, si vous voulez commencer à vous inspirer, n'hésitez pas, le site internet en regorge. Et enfin, nous portons des plaidoyers à destination des mondes économiques, politiques et institutionnels. Et le parcours CEC que vous allez suivre est porté par l'association. Et en dessous, vous voyez, on a créé il y a quelques mois une structure commerciale appelée l'Institut CEC. Cette société commerciale, elle accueille ce que ne peut pas faire l'association, c'est-à-dire répondre aux demandes qui relèvent de l'intérêt privé. Par exemple, des interventions dans des entreprises, des formations ou des partenariats avec un échange de valeurs. Mais au-delà de cette structure administrative, la CEC, c'est avant tout une raison d'être. Je vous la lis. Rendre irrésistible la bascule de l'économie extractive vers l'économie régénérative avant 2030. Je suis certaine que vous l'avez déjà lu, déjà entendu, déjà relu, déjà réentendu. Et sachez que ce ne sera pas la dernière fois que vous l'entendrez. Certaines rumeurs à la CEC disent même qu'Éric, notre fondateur, l'a tatoué quelque part sur le corps. À la CEC, nous sommes convaincus que la transition écologique ne se fera qu'avec l'engagement maximal des entreprises et des entrepreneurs, c'est-à-dire vous. Cela vaut au niveau global, au niveau national, mais plus encore au niveau du territoire. Depuis la crise sanitaire, vous, les leaders économiques, en France, vous êtes perçus comme les acteurs clés de cette transition écologique. Et si vous avez les clés pour prendre la mesure de l'ampleur du défi, vous saurez construire, en coopérant, des solutions à la hauteur des enjeux. Ainsi, notre mission, c'est de vous les donner, ces clés scientifiques, ces clés humaines. Nos parcours mixent ambition, car le défi est majeur. Vous allez le découvrir avec Nicolas, à qui je passerai la parole juste après, et lors de votre première session. Mais on a aussi beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de joie, parce que c'est ça, le moteur de l'action entrepreneuriale. Alors, avec vous, qui vous engagez ce soir à la CEC, nous voulons rendre irrésistible le passage à cette société et à cette économie soutenable et désirable. Économie régénérative, j'en ai parlé, c'est dans notre raison d'être. Je suis sûre que vous en entendez parler un petit peu partout, c'est un mot à la mode. Mais c'est important qu'on se mette d'accord sur ce que ça veut dire. Et mardi, lors de notre Regen Night, la SPEC AFNOR est sortie et elle a posé une définition. Cette définition montre que les modèles économiques vont au-delà de la réduction d'impact et du net zéro. Elle vise la régénération des ressources et des écosystèmes en s'appuyant sur des formes nouvelles et élargies de coopération entre acteurs d'un même territoire. Cela va bien au-delà du net zéro carbone. On va jusqu'à la régénération. C'est vraiment ambitieux. Mais rassurez-vous, vous n'êtes pas tout seul. Parce qu'à la CEC, on s'est entouré de nombreux partenaires pour mener à bien nos missions. En haut, on vous a mis nos partenaires publics. Je ne vais en citer que 3, l'ADEME, BPI France et les DRETS. On a aussi des partenaires privés, Bouygues, le CF, la Fondation Terre Solidaire. Et on a aussi nos partenaires écosystèmes, avec lesquels on a fondé le Regen Écosystème, une coalition pour protéger et faire grandir cette fameuse économie régénérative. En rejoignant le parcours Nouvelle-Aquitaine, c'est tout cet écosystème que vous allez rejoindre. Et pour ceux qui ont pu venir à Paris ou qui ont suivi notre Regen Night mardi soir, Éric a présenté cette slide. C'est une slide qui est en construction et qui illustre notre vision de la forêt Regen. C'est une visualisation qui se parcourt du bas vers le haut. En bas, nous avons positionné au niveau de l'humus, des racines et du mycélium tous les principes que nous partageons. Un peu plus haut, au niveau des arbres, nous avons positionné les mouvements qui font grandir la forêt. Dans les branchages, enchevêtrés, vous retrouvez les modèles de l'économie de demain. Et tout en haut, dans la canopée, notre bannière commune, la fameuse économie Regen. J'ai une question pour vous ce soir. Est-ce que vous vous voyez dans cette forêt? Si oui, n'hésitez pas à lever la main. J'en vois quelques-uns qui ne la lèvent pas encore. Vous avez vu, cette illustration est une invitation. Il y a encore beaucoup de place pour des concepts,
pour des mouvements, pour des partenaires et pour des entreprises. En rejoignant le parcours Nouvelle-Aquitaine, vous allez rejoindre cet écosystème, cette belle forêt en mouvement. Mais vous allez aussi rejoindre la communauté CEC. C'est une communauté de dirigeants engagés, bien plus large que celle de votre parcours. Car 3 ans après sa création, 3 ans après le parcours national, nous avons la chance d'avoir accompagné plus de 2400 dirigeants, ce qui représente plus de 1200 entreprises, plus de 1 million de collaborateurs. Et de ces parcours ont émergé plus de 50 projets coopératifs et plus de 700 feuilles de route. Lors de la fameuse Regen Night que j'ai déjà évoquée, on a eu la chance d'avoir le témoignage de 6 alumni. Donc si jamais vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas, le replay est disponible dès demain. Et les parcours CEC ne s'arrêtent pas là, parce que nous sommes convaincus que la bascule est en marche. Votre parcours rejoint une cohorte d'autres parcours, aussi bien territoriaux que thématiques. Ainsi, en même temps que vous, à l'ouest, en Bourgogne-Franche-Comté, en Nouvelle-Aquitaine bien sûr, au niveau des thématiques agri-agro et océan, tous ces territoires et toutes ces thématiques vont aussi vivre un parcours CEC en 2024. Pour revenir à votre parcours et à ce que vous allez vivre pendant les 10 prochains mois, toute l'équipe Nouvelle-Aquitaine va vous accompagner à travers un parcours unique, transformant, qui va vous aider à repenser votre modèle d'affaires dans le cadre des limites planétaires. Et cet accompagnement, il est de haut niveau. Je vous l'ai dit, vous allez intégrer cette communauté de dirigeants engagés. Vous allez côtoyer les meilleurs acteurs et spécialistes pour vous inspirer. L'équipe de la Nouvelle-Aquitaine va vous présenter des outils et des méthodes pour de l'action concrète. Et vous allez travailler en intelligence collective au sein de vos camps de base grâce à l'accompagnement de vos COFA, coachs facilitateurs, tous formés à la méthode CEC. Cette qualité de parcours est rendue possible grâce au travail d'une équipe, de l'équipe CEC Nouvelle-Aquitaine, à qui j'adresse toute ma gratitude et que je remercie très chaleureusement d'avoir accepté de contribuer à la réalisation de la mission de la CEC. Et j'adresse un merci tout particulier à Lucie et Nicolas, vos copilotes, qui vous guident, qui vous accompagnent et qui prennent soin de toute cette équipe pour permettre la réalisation de ce nouveau parcours. Merci à vous deux, merci à toute l'équipe Nouvelle-Aquitaine, merci aux alumni de votre parcours 1 qui sont toujours là, à vos côtés, et qui vous soutiennent, et à vous, nouveaux participants, qui avez le courage de vous engager dans cette aventure. Merci à tous. Et là, j'aurais dû dire, je passe le micro à Nicolas. Pas de souci, je te remercie. Merci Amélie, merci. Effectivement, Amélie vient d'en parler, et elle va me dire pourquoi la CEC est là. Et en fait, c'est ce que je vais tenter de vous donner en avant-goût ce soir. Alors, je suis ravi de vous accueillir, nous sommes ravis de vous accueillir, et on va essayer de faire un petit point d'étape pour savoir où on est. En fait, la question, c'est que là, on est sur un grand vaisseau spatial. Ce vaisseau spatial, ça s'appelle la planète Terre. Elle fait 13 000 km de diamètre, elle va à 100 000 km/h dans l'espace par la seule puissance de la gravitation solaire. Et dessus, il y a la vie. Il y a la vie, la biosphère, et la biosphère, il y a quelques petits sujets à son sujet. En l'occurrence, dès les années 70, on a un premier rapport. Peut-être certains dans la salle connaissent ce sujet, The Limit to Growth. Ça parle à certains? Non? Le rapport Meadows, une première modélisation du système Terre, de la production économique et des ressources, qui nous indique que ça ne va pas bien se passer. Un peu plus tard, à partir des années 90, une prise de conscience émerge sur un sujet, le changement climatique. On connaît la responsabilité du changement climatique lié à la main de l'homme. Et vous avez peut-être entendu parler du fameux sommet de la Terre, qui justement va nous donner une première prise de conscience majeure sur le sujet. Alors, vous allez me dire, ok, c'est bon, on a la RSE. Il y a les modèles économiques, le pouvoir économique s'est mis en ordre de marche pour justement prendre ça en compte. Et d'ailleurs, si on regarde ça en détail, on a énormément d'événements, fleurissent énormément de baromètres, de sujets sur la prise en compte, tout du moins, des enjeux planétaires. La question que je vous pose, qui dans cette salle est convaincu que ce que nous faisons aujourd'hui est suffisant? C'est bon, on peut continuer. Effectivement, si maintenant je fais un petit focus sur cela, on se dit, c'est bon, on avance.
On a la COP29 en ce moment. Mais vous connaissez les contradictions qu'on a avec la COP29 ? L'Azerbaïdjan, gros producteur de pétrole, et il dépend entièrement, financièrement, énergétiquement, des ressources pétrolières. Donc on n'est pas à une contradiction près, en fait, aujourd'hui. Et donc, vous le savez, la consommation d'énergie fossile, c'est une question de climat, occasionne des émissions de gaz à effet de serre qui réchauffent le climat. Et dans toute l'histoire, dans l'Holocène, depuis la dernière déglaciation, nous n'avons jamais connu une concentration en CO2 aussi élevée. Et donc, inévitablement, les années se succèdent, et on ne devrait même plus être étonné que chaque année est de plus en plus chaude. Aujourd'hui, on est à peu près à plus 1,2 degré de température moyenne de réchauffement global de notre planète, mais ça, c'est vraiment anecdotique, en fait. Parce que ça, en vrai, on doit s'intéresser à quelles sont les variations locales qu'on va avoir. C'est plus 5, plus 10 degrés, ce que vous avez connu, par exemple, la semaine dernière, avec des redoux incroyables en automne. C'est ces variations-là, ces épiphénomènes qui créent des stress sur le système Terre. Et là, j'ai parlé du climat, mais en vrai, il n'y a pas que le climat. Nous sommes dans la 6e extinction de masse. La 6e extinction de masse, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, le taux de déclin des espèces sur certaines populations, que ce sont des vertébrés par exemple, est entre 10 fois et 1000 fois supérieur que lorsqu'une météorite de 10 km de large s'est abattue sur notre planète. La pression sur les écosystèmes que occasionne notre système économique est supérieure à un géocroiseur stellaire qui s'abat sur notre planète. C'est ça la réalité du monde. Et c'est parfaitement documenté. Vous avez entendu parler du GIEC. Nous connaissons aussi la même chose, le pendant, l'IPBES, qui travaille sur des biologistes qui vont travailler sur les sujets du vivant et qui le documentent. Et même au-delà de détruire le vivant, nous le déformons. Vous avez devant vous un exemple qui vous montre un point. Le nombre de mammifères sur notre planète, uniquement dans l'ordre des mammifères, est complètement déformé. Il y a plus d'espèces élevées par l'homme et d'êtres humains que d'animaux sauvages. Là-dedans, il y a les éléphants, les baleines, et tralala, d'accord ? C'est une déformation majeure. Et puis, il y a d'autres joyeusetés. Je ne rentre pas dans le détail, mais dans cette salle, en ce moment, vous respirez entre 10 et une centaine de composés organiques volatiles qui sont malheureusement aussi issus des moquettes, des lumières qui sont en train d'allumer, qui se réchauffent, des particules de plastique. Vous avez dû entendre parler des polluants éternels. Vous avez malheureusement peut-être aussi entendu parler de ce sujet, que la fertilité masculine est divisée par 2 en 50 ans, etc. Et je pourrais rajouter le fait qu'on a aussi un stress sociétal majeur. Aujourd'hui, on a des maladies chroniques en totale augmentation, on a une perte de sens dans nos activités, notre travail, notre propre vie, une augmentation des addictions, une crise de l'information, on a une déforestation qui ne s'arrête jamais. Vous allez me dire, il en rajoute, bah ouais, mais c'est la réalité. Et surtout, on a un déclin des ressources, qu'elles soient pétrolières, métalliques, physiques, le sable. Voilà l'état du monde tel que nous l'avons aujourd'hui, qui est documenté de manière factuelle et scientifique. C'est ça que nous devons retenir. Alors, là, je vous ai parlé un peu de la crise climatique, la crise des écosystèmes, tout ça, et on aurait tendance à le voir presque de manière silotée. Mais en réalité, tout ça est parfaitement lié. Il y a des interactions systémiques entre chacune de ces crises. Et elles se répondent mutuellement, et bien sûr, elles s'alimentent mutuellement. Et pour certaines d'entre elles, nous sommes même dans des cercles vicieux. Alors, je vous pose une question. Est-ce que vous avez entendu déjà des sujets sur notre territoire? Est-ce que vous avez déjà entendu parler des petites crises sur notre territoire? Je pense que oui. Typiquement, vous avez entendu parler des incendies. Moi, je vous donne un exemple. Les problématiques de la récolte de pommes dans notre cher Limousin, la perte, la disparition d'un glacier en Nouvelle-Aquitaine. Il n'y a plus de glacier en Nouvelle-Aquitaine, pour information. Le dernier a disparu récemment. Les incendies, bien évidemment, l'érosion côtière, etc. Donc j'ai juste pris la presse et je vous montre un petit peu ce qu'on a aujourd'hui. Les problématiques sur la viticulture et des coûts colossaux pour la rétractation, typiquement, des argiles, gonflement, rétractation. Bref, nous sommes déjà touchés. Et un dernier rapport vient de le publier. Nous faisons partie du top 10 mondial en termes d'impact, en termes de coût de l'impact du changement climatique, uniquement sur ce point-là. Nous sommes déjà touchés. Alors, tout ça, c'est une histoire de frontières. Juste par lever la main, est-ce que des gens ont déjà entendu parler de frontières planétaires, de limites planétaires ici? Ok, bon, ça vaut peut-être le coup de faire un petit rappel. Qu'est-ce que c'est que les frontières planétaires? Si je prends un exemple, cette chaise, elle a 4 pieds et c'est ce qui assure sa stabilité. Imaginez que maintenant, la biosphère, elle repose sur 9 pieds. C'est une chaise, mais qui a 9 pieds.
OK ? Sur ces 9 pieds qui assurent la vie sur la planète, les voici derrière moi, nous en avons déjà altéré 6. Et une 7e est en cours de franchissement, qui s'appelle l'acidification de l'océan. Donc vous vous doutez bien que la stabilité de cette chaise, qui est la biosphère, ça ne va pas durer longtemps. C'est ça l'enjeu en fait majeur que l'on doit repenser, et c'est en ça que l'on va essayer de travailler, réfléchir au terme de notre parcours. Nous avons donc des dégradations qui sont systémiques, dont aujourd'hui il faut prendre 3 critères: la vitesse à laquelle c'est en train de se dérouler est sans commune mesure, le taux de CO2, la diminution des espèces sur notre planète, la magnitude, l'ampleur à laquelle ça se fait, et l'irréversibilité. La dérive climatique est enclenchée. Les espèces qui sont mortes et éteintes, c'est terminé, elles ne reviendront plus en arrière. Ok, c'est pas facile. La question c'est qu'est-ce qu'on fait? En fait aujourd'hui, on est complètement bloqué. On est complètement bloqué, et le sujet c'est que, il ne faut rien vous cacher, il y a un peu plus d'1 an, moi aussi je dirigeais une entreprise, et dans cette entreprise, on avait pour vocation de proposer des systèmes de désinfection pour l'agroalimentaire sans chimie. Et j'ai rencontré un grand semencier qui avait un petit problème. Il y avait de nombreux insectes qui se développaient pendant l'hiver. Coucou le changement climatique, parce que les hivers sont plus doux. Et il voulait tout simplement détruire ces insectes qui altéraient ses récoltes sans chimie. À ce monsieur, on lui a proposé une solution. On va étuver avec de la chaleur ces bacs de protection de ses récoltes. Et au moment de lui proposer une belle pompe à chaleur et des systèmes solaires, il m'a dit non, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va mettre une chaudière fuel. Donc j'étais obligé de dire chaudière fuel, émission de CO2, CO2 changement climatique, du coup réchauffement, du coup insectes. Ouais, mais non, franchement, moi, je sais pas que ça à faire, quoi. C'est comme ça. En fait, c'est ça le sujet. C'est qu'aujourd'hui, rester les bras croisés, c'est la signification de l'immobilisme. Et cet immobilisme, elle se traduit par un point, c'est ce qu'on appelle, non, c'est pas ça, monsieur, c'est le triangle de l'inaction. On en a déjà un petit peu parlé ensemble, hein, pour celles et ceux avec qui on s'est déjà vu en visio. Ce triangle de l'inaction, c'est quoi? C'est le fait que tout le monde se regarde en chien de faïence et attend pour bouger, les bras croisés. Et donc, chacun va se dire, bah, c'est à toi de bouger, c'est à l'État de faire la régulation, c'est aux citoyens de consommer différemment, c'est aux entreprises de proposer autre chose. Et nous, on s'est posé une question, c'est de se dire, ok, qu'est-ce qui se passe si les entreprises font le premier pas? Qu'est-ce qui se passe si d'un seul coup, on remet du courage auprès de ces entreprises et qu'elles se mettent en action? Le problème, c'est qu'on est soumis à quelques injonctions contradictoires. Vous les connaissez probablement. On a des collaborateurs qui ont certaines aspirations, on a des fournisseurs qui en ont d'autres, on a des actionnaires aussi qui en ont d'autres. Donc déjà, concilier tout ça au quotidien, c'est pas simple. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense que c'est simple ici? Non, ok, parfait. Et donc, c'est une bonne idée, je vais vous rajouter ceci. Pas simple, hein, à gérer. Effectivement, c'est le sujet. C'est de se dire qu'on a déjà une tonne de contraintes à gérer, qu'en plus, on doit rajouter la petite planète Terre qui nous dit « je suis en surchauffe ». Et donc là, il y a plusieurs mécanismes, et dont un, c'est qu'on est dans ce qu'on appelle le dilemme du prisonnier. Je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous, mais le dilemme du prisonnier, c'est quelque chose d'assez simple. C'est pour sortir d'une situation, la coopération vaut mieux, mais nos aspirations individuelles et personnelles ne nous engagent pas trop à la coopération. Et donc, dans l'exemple que vous avez sous les yeux, si nous prenons 2 interlocuteurs, A et B, s'ils coopèrent, ils gagnent tous les 2, mais ils perdent tous les 2 un peu. Et s'il y en a un qui ne joue pas le jeu, vous en doutez bien que malheureusement, il y en a un qui se fait bouffer. Et c'est la même chose. Dans le cas de A et B qui ne coopèrent pas, malheureusement, tous les 2 perdent beaucoup. Alors, l'enjeu, c'est qu'on peut le revisiter à l'aune de la transformation écologique et du business as usual. Si je me mets à la place d'une entreprise, aujourd'hui, elles peuvent avoir deux propositions. Imaginez qu'il y en a une qui ne joue pas de jeu, il y en a une qui se transforme. Qu'est-ce qui va se passer? Il y en a une qui va perdre des parts de marché et l'autre qui va en gagner. Je n'ai pas intérêt à faire ça avec mon concurrent, je vais me faire bouffer, ça va être compliqué. Et puis, si toutes les 2 se transforment, on a une baisse des marges. C'est ça qui est assez compliqué. Et puis, bien évidemment, que font la plupart d'entre nous? On attend tranquillement le régulateur et qu'il y ait des réglementations qui viennent agir.
On peut aussi revoir ça au niveau du dirigeant. En se mettant à leur place, ce n'est pas évident. Dans un cas, il y en a un qui va planter sa boîte, il y en a un qui va garder son job. Et c'est tout à fait légitime, qu'on soit bien d'accord. Si tous les deux coopèrent, ça peut inquiéter les actionnaires. On va se poser vraiment des vraies questions. Et puis, bien évidemment, quand on reste dans le business as usual, c'est tout écrit, tout est beau. Alors, malheureusement, on peut prendre un peu plus de recul et revenir à notre vaisseau, notre planète Terre, et se dire que pour l'humanité, ce n'est pas le même game. Ce n'est pas le même game parce que, dans un cas, si tout le monde coopère, il fait chaud, ça va être tendu, c'est pas chouette, mais ça va le faire. Dans les autres cas, on est mal. Et donc c'est là tout l'enjeu. C'est là tout l'enjeu de se dire comment on va débloquer l'inertie. Et merci Amélie, justement, de nous avoir montré ça, puisque c'était l'objet même de la CEC. C'est de débloquer cette inertie, c'est de rendre possible une transformation écologique des entreprises pour évoluer, changer les business models. Et donc, cette fameuse maxime, cette raison d'être qui nous anime, de rendre désirable, irrésistible, cette économie régénérative, c'est ce qui va nous animer. Et même plus loin que ça, c'est ce qui est déjà en cours et c'est ce qui est déjà en marche. Alors, je reprends ce petit slide volontairement parce qu'Amélie en a déjà parlé. On est déjà dans une dynamique, un mouvement colossal. Et souvent, la problématique, c'est qu'on se sent individuellement complètement démuni face aux grands enjeux que j'ai pu évoquer en introduction. Et en fait, la question que vous devez vous poser, c'est quelle est la bonne échelle de l'action? Comment mon action, aujourd'hui, aura un impact majeur sur la société, sur le devenir du monde? C'est la seule question qui compte. Et les sciences sociales sont très claires là-dessus. Elles sont vraiment d'un éclairage qui nous permet de dire une seule chose: il suffit qu'un groupe d'environ d'une dizaine de milliers à une centaine de milliers d'individus parfaitement convaincus pour occasionner une bascule. Et c'est déjà à l'œuvre. Vous rejoignez un mouvement qui occasionne une bascule touchant plus de 25 millions de personnes dans notre société. Tout ça parce qu'il y a eu en 2020 un parcours de 150 dirigeants engagés qui avaient décidé de changer la donne. C'est ça qu'il faut retenir. Alors, la question, c'est maintenant comment on va créer le déclic. Moi, j'aime bien faire quelque chose pour conclure. J'aime bien faire un clap de fin. Vous connaissez le clap de fin ou pas? Non? Alors, vous allez me faire confiance. Je vous propose de vous tous et tous de vous mettre debout. Est-ce que vous pouvez vous mettre debout? Ok. C'est très simple. À 3, on va taper dans ses mains. D'accord? Vous allez me suivre. Et à 3, on va taper dans ses mains. Alors d'abord, on va chauffer les mains. Allez-y, chauffez les mains tranquillement. Ça va. Et vous me suivez. Vous êtes prêts? À 3, on y va. 1, 2, 3. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais dit à 3. Ah. Ben en fait, il y a un enseignement. Il y a 2 enseignements. Je vous ai donné deux injonctions contradictoires. La première, c'est de taper à 3 dans vos mains. Et la deuxième, c'est « vous me suivez ?» Qu'est-ce que vous avez choisi? De me suivre. Et ça, vous devez vous en rappeler. L'être humain est une espèce mimétique. Et aujourd'hui, je vous le dis, c'est vous qui allez changer le monde. Et on va le faire ensemble, et on compte sur ce collectif pour le faire. Merci à tous. Lucie, à toi de jouer pour nous présenter notre beau collectif. Absolument. Ça va toujours? Oui? Ils sont timides au début, vous avez vu l'équipe? Merci Nicolas et Amélie de nous avoir du coup montré, vous avoir éclairé sur ce mouvement CEC et vous avoir un petit peu rappelé pourquoi vous êtes là, si toutefois vous aviez oublié, mais bon, vous allez continuer à le comprendre au fil des sessions. Moi, ce que je vais faire maintenant, c'est essayer de donner maintenant concrètement, nous, vous, on est engagés, on démarre le parcours CEC, comment ça se passait pour nous. Je vais vous donner un peu d'éclairage sur ce collectif et pour démarrer,
Je voulais vous dire qu'à la CEC, donc ça va faire 4 ans que les statuts ont été déposés, ça fait un peu plus de 2 ans que le premier parcours est terminé, et donc je vous le disais, on est assez nombreux maintenant à la CEC en tant que contributeurs, on nous appelle les contributeurs, et de plus en plus nombreux participants, vous l'avez vu. Pour ça, ce soir, on va commencer à écrire les premières lignes du second chapitre néo-aquitain, mais surtout commencer à raccrocher ce maillon qui est en train de se créer. Et aujourd'hui aussi récupérer le flambeau transmis par les alumni du premier parcours. On avait 80 organisations engagées, donc 160 personnes. Pardon, alors je pensais l'avoir retirée, celle-là, mais voilà. Donc, voilà, ces organisations. Et on a quelques alumni ce soir qui sont là et qui vont rester jusqu'au cocktail pour venir à votre rencontre, passer le flambeau. Vous pouvez les repérer par un ruban bleu. Et surtout, je vais vous demander, je vais vous appeler, vous qui êtes là dans l'assemblée, et vous pouvez vous lever, s'il vous plaît, quand vous entendez votre prénom. On a ce soir Jordan, de Crau-du-Puy. Merci Jordan d'être là, d'être venu à la rencontre de notre nouveau collectif. Hélène aussi, Jacolin, de One Point. Salut Hélène. Vous les repérez avec un petit... Nous, on a un ruban vert, l'équipe. Les alumni ont un ruban bleu. On fait partie du même collectif. On a Lionel Raffin, qui est là de Géosat. David Mauger. Où es-tu, David? Merci, David. On a Christelle... Non. Alors, je cherche Philippe qui est là, elle vient à l'apéro. Christelle, elle aura son petit ruban bleu de chez Floa. Guillaume Rouault, de Mon Courtier Énergie. À l'apéro aussi. On a Philippe que vous avez déjà vu tout à l'heure. Laurent aussi, juste à côté. T'as pas ton ruban bleu, Laurent? On va te trouver un ruban bleu. Alexandre Bélanger qui est là ce soir, qui ne pourra pas rester au cocktail, mais que vous entendrez témoigner tout à l'heure. Et Caroline de la société Picotti qui est là aussi, que vous entendrez témoigner, avec Guylain Picotti aussi, 2 alumni de la même famille de l'entreprise familiale Picotti. Merci, je regarde le temps que j'ai pour adapter ce que j'ai à vous dire et laisser beaucoup de place à vous et aux alumni de témoigner. Ah, on me dit, c'est bon, t'es tranquille. Ok, ça marche. Pour constituer tout ce qui a été fait et tout ce qu'on continue à faire, il y a forcément cette équipe. Et cette équipe et le collectif de participants que nous avons, on a un socle très fort. Enfin, on en a plusieurs, mais notamment un qui est celui des valeurs. Ça peut paraître un petit peu... banal. Bon, oui, toute entreprise cherche à avoir des valeurs et les affiche. Ce qu'il y a de particulier, en tout cas à la CEC, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment de les incarner. On cherche vraiment à incarner les valeurs et à les transmettre au maximum à nos participants. Parce que nous aussi, à la CEC, on a revu notre mode de fonctionnement. On s'est créé aussi un nouvel univers pour pouvoir faire cette transition. On ne pourra plus faire comme avant. Comment on incarne nos valeurs? On en a 5. Et la première valeur, c'est celle du courage. En fait, j'ai un retour écran là, mais c'est pas grave. Ça peut paraître peut-être un peu tarte à la crème, hein, la bienveillance. On en entend beaucoup parler, il faut être bienveillant, etc. Chez nous, c'est très incarné. On vous accepte tous ici et tous aussi dans l'équipe là où on en est. Il n'y aura pas de jugement, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de notation, et on a cette bienveillance complètement incarnée, et vous pouvez être rassurés par rapport à ça, on le sera tous, et vous vous engagerez à l'être aussi. Le courage, Amélie le disait, vous avez le courage d'être là, donc en fait, vous pouvez cocher déjà, on sait qu'on peut cocher avec vous cette valeur-là, elle est très importante, il va falloir continuer à faire appel à cette valeur, puisque vous allez être confronté à des réalités, vous allez parfois traverser des passages difficiles, et donc raccrochez-vous à cette valeur courage, et on sera là pour vous aider. L'humilité, en venant œuvrer pour plus grand que soi, presque tout ce que nous a dit Nicolas, on se sent un peu petit, donc on arrive avec beaucoup d'humilité sur ce qu'on va pouvoir proposer pour vos organisations, ce que vous allez être capable de pouvoir mettre en place. Donc restons dans cette humilité face aux enjeux qui nous concernent. On travaille beaucoup avec l'exigence, en tout cas dans l'équipe, on se veut être très professionnel, on s'adresse à des dirigeants, à vous, et donc on a cette exigence de vouloir monter l'ambition très forte.
vous aider aussi à avoir une ambition très forte. Et en même temps, eh bien, encore une fois, ce sont des enjeux qui sont compliqués. C'est des engagements qu'on a. Nous, on est une association d'intérêt général. On a des bénévoles dans l'équipe. Et donc, dans cette forme d'exigence, on appelle au KIFS. Le KIFS, c'est Keep It Frugal and Sexy. Voilà, donc à la CEC, il n'y aura pas toujours des fauteuils hyper confortables. Par contre, vous aurez des super conférenciers sur scène et vous aurez des travaux dans les camps de base avec vos COFA, normalement assez exceptionnels. Voilà, on fera des choix comme ça. C'est ça l'exigence à la CEC. Évidemment, la valeur phare et centrale de notre collectif, de notre mouvement, c'est la coopération. Et ça, de manière très naturelle, elle va arriver entre vous, là. Vous regardez, vous ne vous connaissez pas encore complètement, et elle va, de manière très naturelle, arriver, et elle est incontournable pour engager ce changement et aller vers cette économie régénérative. Comme je vous le disais, avec Nicolas, on représente toute une équipe. Il y a toute une équipe derrière nous. Cette année, on est 32 en Nouvelle-Aquitaine. Vous les repérez par des rubans verts. Et je vais vous demander, équipe, de vous lever. Je ne vais pas vous appeler un par un cette fois-ci, mais de vous lever et qu'on puisse vous aussi vous reconnaître et vous applaudir. Ce sont des... Ce sont des professionnels, vraiment, ce sont des professionnels engagés qui donnent beaucoup de leur temps, beaucoup d'énergie. Chacun a une activité professionnelle par ailleurs et en tout cas beaucoup de volonté pour être là. On est organisé en pôle, donc il y a une forte organisation. Sachez qu'on travaille en asynchrone, on fait beaucoup les visios qu'on fait avec vous, on passe notre temps en visio ensemble, on travaille en asynchrone, en distanciel, parce que la région Nouvelle-Aquitaine est grande. Et voilà, et on arrive à créer cette joie dans le collectif. On a donc la première partie de l'équipe, la deuxième partie, ce sont les COFA, les coachs facilitateurs, qui seront dans vos camps de base, donc avec qui vous aurez une relation très privilégiée dès la session 1. Voilà ce que je pouvais dire sur notre collectif. Et maintenant, je vais appeler Philippe, que beaucoup d'entre vous connaissent, pour vous parler de votre collectif, à vous, participants, votre collectif naissant. Merci Philippe, tu as combien de minutes ? 3 minutes. Merci beaucoup Lucie, je suis très honoré et ravi de vous voir tous. J'en ai vu pas mal déjà. Vous constituez le collectif de l'édition 2 de Nouvelle-Aquitaine. Je vous donne un petit état des lieux de notre collectif. Donc nous sommes 55 organisations aujourd'hui qui représentent quasiment toute la Nouvelle-Aquitaine. On a des Limogeaux, des Basques, des Poitevins, des Rochelais, donc je suis ravi de ça, des Bordelais aussi, bien sûr. On a aussi quasiment toutes les filières qui sont représentées. Quand je vous regarde, je vous reconnais parfois dans le cuir, parfois dans le transport, parfois dans l'expertise comptable, parfois dans le bâtiment, parfois dans l'architecture, dans le textile, dans le retail. Donc l'objectif est atteint. On souhaite avoir un collectif très éclectique, et c'est ça qui fait la richesse d'une CEC territoriale. Le petit message que je voulais vous faire passer, c'est qu'on est 55 aujourd'hui. On a encore un petit mois avant la première session qui aura lieu au Futuroscope. Et on a encore la possibilité et la chance d'embarquer vos parties prenantes, c'est-à-dire des dirigeants que vous côtoyez au quotidien, qui sont vos fournisseurs, vos clients, et qui peuvent à la fin du parcours avoir la même énergie et la même envie de collaborer. Donc on a cette possibilité-là. Je suis à votre disposition pour ça. À l'issue du cocktail, si vous avez envie d'organiser une visio ou éventuellement un événement chez vous, je suis ravi. Je fais un petit clin d'œil à nos amis de l'aéroport avec qui on a fait un petit déjeuner avec tout le monde aéronautique. Donc ça, c'était très chouette puisqu'on a une belle filière aéronautique. Voilà. Donc c'était l'objet de mon message ce soir. Je suis ravi. Vous avez une belle frimousse et à très bientôt. Merci. Allez, il est temps de prendre place, d'arrêter les conversations pour l'instant. Il y en aura d'autres. Il y aura plein d'autres moments pour discuter. Hop, on va voir si vous avez... Waouh, vous allez être des super participants. Je vous aime déjà. Et donc moi, je suis Lucille. Enchantée.
Et merci Elodie, merci Olivia pour cette séquence. Donc moi, je suis en charge du programme des sessions et une des garantes du fil rouge du parcours que vous allez vivre. Donc, quelques mots sur ce parcours, justement, votre parcours. L'intention, elle est double. C'est de créer une dynamique collective, exactement comme ce qu'on vient de faire là à l'instant, et de vous nourrir le plus possible sur les sujets et les enjeux qu'on a commencé à balayer ensemble ce soir. Donc, comment on va faire ça ? Évidemment, vous avez les sessions en présentiel tous les 2 mois. Et puis, entre chaque session, 2 temps forts, un webinaire avec un expert pour venir soit approfondir le sujet de la session précédente, soit éclairer le sujet de la suivante, et puis un temps de réunion en intersession avec votre camp de base, c'est-à-dire le groupe de 10 organisations que vous rejoindrez lors de la première session et qui vous suivra tout le long du parcours. Oui, ne pas changer mes slides. Merci. C'est gentil. Parce que du coup, maintenant vous m'avez perturbé. Donc à l'issue du parcours, à l'issue de ce chemin, vous rejoindrez la communauté des alumni. Évidemment, pour continuer à travailler sur vos feuilles de route, mais aussi, surtout, pour continuer à vous retrouver, continuer à vous soutenir. Et en fait, c'est surtout ça que vous aurez envie de faire, c'est de vous revoir. Parce que vous ne le savez pas encore. Mais dans le parcours, il y a tout ce que je vais mettre dans le programme. Et puis, il y a tout ce qui est en dehors. Les moments informels, les soirées, les repas, les rencontres. Et en fait, ces choses-là qu'on ne peut pas prévoir, c'est ça qui fait aussi toutes les choses essentielles de l'aventure humaine dans laquelle vous embarquez ce soir. Donc, ce qu'on va vous faire, ce qu'on va vous préparer, ce que vous allez vivre, c'est un parcours vivant. Depuis ce soir, ce lancement, jusqu'à la dernière et 6e session, un parcours pour pouvoir réussir ensemble cette bascule vers de nouveaux modèles. Alors certes, des nouveaux modèles d'affaires, mais comme le disait Nicolas aussi, un nouveau modèle de société. Je ne sais pas si j'ai le temps. Non, pas du tout. Mais c'est pas grave, je ne vais pas vous rebalayer l'ensemble des sessions. Je crois que vous en entendez parler pendant les petits déjeuners, pendant les entretiens. Vous aurez tous les contenus. Donc je ne vais pas tout rebalayer, mais vous voyez qu'on a un beau programme devant nous de ces 6 sessions, de tous ces webinaires. Et de toute façon, on vous briefera au fur et à mesure. Ça, c'est le détail de la session 1, la prochaine. Celle qui est sur les enjeux, celle qui va vous permettre de comprendre en profondeur l'urgence de la situation, l'urgence qu'il y a à agir, et puis qui vous donnera, j'espère, l'envie d'agir. C'est pareil, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et c'est volontaire, parce que comme l'a montré Amélie, comme l'a montré Nicolas, en fait, la pédagogie, la méthodologie CEC, elle a été maintes fois éprouvée sur de nombreux parcours. Donc ce que je vais vous demander de faire ce soir, à partir de maintenant, c'est de lâcher prise. C'est de nous suivre, de suivre le flot, de vous laisser porter, de venir avec nous dans cette aventure un peu folle et de nous faire confiance. Vous êtes entre de bonnes mains. Et de tout ce que moi je vous ai dit et tout ce que vous avez pu lire sur les slides, vous n'avez rien à retenir. Absolument rien. Voilà. Les informations clés, ce n'est pas moi qui vais vous les donner. C'est Marine à qui je vais passer la parole. Elle va vous dire les informations clés qu'il faut que vous ayez en tête, comme par exemple l'heure à laquelle vous devez venir le 11 décembre. Moi, si vous retenez cette information, pas de souci, le reste, on s'en occupe. Merci. Merci Lucille. Bonsoir à tous et à toutes. Donc moi c'est Marine. Certains m'ont déjà rencontrée à travers les visios d'onboarding. Le rôle de lead communauté, c'est de s'occuper que vous passiez un bon moment. Que vous soyez serein tout au long de ce parcours, de vous accueillir, de vous écouter aussi, parce qu'après chaque session, vous aurez des questionnaires pour savoir comment ça va, est-ce que ça vous aide, est-ce que vous avez été chahuté, beaucoup, un peu, trop, est-ce que vous en voulez plus, moins, et tout ça, mon rôle, moi, c'est d'écouter un peu, d'avoir cette vue un petit peu plus macro, en lien avec, évidemment, ceux qui seront avec vous dans les camps de base directement. Mais également, pour pouvoir arriver à bon port, c'est évidemment très important de vous donner des informations concrètes, ne serait-ce qu'envoyer l'invitation pour aujourd'hui, pour la fois d'après, les petites checklists et énormément de ressources, donc je vais vous présenter ça. Donc effectivement, si on va droit au but sur notre session 1, ça va se passer au Futuroscope,
un endroit plutôt symbolique pour qui vient faire une session sur vivre le dépassement et se préparer à l'avenir. Alors, vous n'allez pas forcément participer aux attractions Poitevine du Futuroscope, mais vous allez être secoué et vous aurez des sensations, soyez-en assurés. Vous voyez, le démarrage, c'est 17h30. Et nous, on vous accueille dès 16h. Donc là, c'est vraiment, on vous invite à aller faire votre check-in tranquillement, à arriver, à avoir un café, à faire l'émargement. En fait, nous, on est là pour que tout se passe bien pour vous. On vous invite à écouter ces recommandations d'attention du temps long pour que vous arriviez dans les meilleures dispositions, qu'on puisse commencer tous ensemble et puis qu'on puisse tenir le programme chargé, ambitieux, généreux de Lucille et de l'équipe qui nous accompagne. Pour venir, voiture, on recommande et on va voir pourquoi, spécifiquement, je n'ai pas mis peut-être le petit picto train. Certains savent sans doute déjà pourquoi, vu la date de notre session. Les hôtels, les hébergements, je vous invite à regarder sur le site dont je vais vous recommuniquer les coordonnées, mais à chaque fois on vous fait des recommandations d'hôtels à 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres, 400 mètres, 1000 mètres du lieu. Donc vous pouvez décider en fonction du nombre de pas que vous voulez faire, et vous avez aussi des codes promo CECNA, donc voilà, on a pensé à vous pour tout ça. Alors pourquoi est-ce que je n'ai pas mis le petit picto train pour cette session qui démarre le 11 décembre? Effectivement, ceux qui étaient connectés aux actualités le week-end dernier savent que donc on a une grève qui démarre le 11 décembre à 19h avec reconduction illimitée. Donc j'ai pas voulu éviter le sujet, je préfère le nommer directement. Vous avez vu, en fait, on a mis en avant le site de covoiturage. C'est une plateforme, Together, ça s'appelle. Vous indiquez le trajet que vous faites et n'importe qui peut se joindre à vous, ou vous allez trouver des trajets que vous pouvez rejoindre. Et c'est assez merveilleux, le covoiturage, pour qui ne l'a pas déjà expérimenté. Ça se développe de plus en plus dans les entreprises, le covoiturage pro, puisque la mobilité est un levier fort de décarbonation également. Et ça peut être l'occasion de se rencontrer, donc on vous invite à le faire. Soit vous vivez l'image de droite, c'est un peu le risque, je ne vous cache pas, notamment sur le vendredi pour le retour. Normalement, si vous êtes arrivé à 16h, donc avant l'heure de grève, vous avez pu arriver à bon port en train, mais le vendredi, ça risque d'être un petit peu plus difficile. Ça, à gauche, c'est la plateforme, voilà à quoi elle ressemble sur le Together. Et nous, ce qu'on vous propose, c'est de se projeter dans ces imaginaires aussi, des trajets ensemble. Donc, c'est une image du film Thelma et Louise. Et en fait, en visio onboarding vendredi dernier, on a eu le plaisir de voir deux participantes qui ne se connaissaient pas déjà se proposer du covoiturage en live. Alors c'était pour les 15 dernières minutes entre la gare de Poitiers et à pied et le Palais des Congrès, mais c'est pour se dire que c'est un début. Et donc on vous invite à vous lancer. Ce sera que des bonnes surprises, et c'est un peu ce que disait aussi Lucille, de lâcher prise pour avancer. Donc la grève peut finalement apporter des co-bénéfices à ce point-là. Voilà pour les horaires qu'on vous remettra en détail. J'attire votre attention, donc vous avez vu sur le 11 décembre, c'est assez clair. Sur le jeudi et le vendredi, donc surtout peut-être l'heure de fin. On finit vraiment à 17h30, c'est promis. Et j'ai regardé tous les trains de où vous habitez, etc. pour voir si vous pouviez rentrer avant 3h du matin, et c'est possible. Il y a un train à 18h04, enfin vraiment c'est pensé pour vous. Je le remettrai en avant, mais je vous le dis, ça rentre mieux, la répétition fixe la notion, on dit ça en publicité. Au Palais des Congrès, l'entrée se fera par l'arrière, à l'amphi à 300. Voilà. Et vous voyez, on commence tôt les journées, elles sont intenses, et l'heure de fin, c'est la vraie heure de fin. Donc vous rentrez dans une bulle avec nous, prévoyez vraiment pas des réunions en fait sur ces 2 jours, prévoyez vraiment pas trop de répondre à vos mails, déléguez le plus possible, mais ça vous savez faire, c'est votre job dans votre quotidien. Mais voilà, on vous invite à embarquer avec nous dans cette aventure. Et donc vous posez une question, n'importe laquelle, normalement tout est sur le site Inside CEC.
Donc vous y retrouvez les formulaires pour les fiches participants et entreprises sur lesquelles je fais des petites relances de temps en temps. N'hésitez pas si vous avez des questions. Les ressources préparatoires pour chaque session. Vous aurez des films, des podcasts, des livres que vous pouvez partager pour vous, pour vos équipes, vos collaborateurs. Tout ce dont on a parlé jusqu'à maintenant, votre checklist, la gourde, bref, vous avez compris, il y a tout. Des photos, des contacts, c'est la référence et je vous renverrai ça dans le mail de lundi, post-kick-off, pré-session 1. Un immense merci d'être là aujourd'hui et si vous avez quoi que ce soit, je suis là. Après aussi au cocktail, vous posez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Et voilà pour vos contacts. Et je passe la main, après avoir parlé à la communauté, à nos alumni et nos témoignages. Merci Marine. Effectivement, une fois qu'on a fait ce parcours, que vous serez venu en session 1 et que vous aurez réalisé l'ensemble de ce parcours, vous serez un alumni. Et on a l'occasion ce soir de vous proposer quelques témoignages. En l'occurrence, le premier témoignage, il sera en distanciel avec Christophe Martin, la régie. Est-ce qu'on pourrait avoir Christophe avec nous? Oui! Alors, chers toutes et tous, pour information, la caméra est ici et il vous voit tous. Voilà. Donc Christophe, bonsoir. Est-ce que tu nous entends? Petit test. Très bien. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend parfaitement bien. Christophe, tu es directeur général du groupe Renault Trucks. Tu as participé à au premier parcours national. On va te laisser une dizaine de minutes nous présenter un petit peu comment ça t'a transformé, comment ça a transformé Renault Trucks, quels sont les changements majeurs que ça a opéré chez toi. Et ensuite, on prendra un petit moment pour échanger avec la salle parce que peut-être qu'il y a des questions sur le sujet. Donc, je te laisse le micro. À toi de jouer. Merci Christophe. Ok, merci beaucoup. D'abord, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je n'aurais pas craint d'être à la Cité du Vin avec vous, mais il y a du bon vin à Lyon aussi. Donc, je m'appelle Christophe, je ne suis pas directeur général de Renault Trucks, mais Renault Trucks France. J'ai un patron qui est le président de Renault Trucks. Mais effectivement, j'ai eu la chance de faire partie des premiers cobayes de la première vague de la Convention des entreprises pour le climat. Et je vais peut-être vous raconter en 2 mots. C'est une amie, Kako, qui a fait ses études avec moi il y a bien un peu plus de 30 ans, qui m'avait passé un coup de fil en me disant « Christophe, il y a un truc super qui se monte ». Elle m'avait expliqué un peu de quoi il s'agissait et j'avais eu quelques doutes parce que très franchement, c'était pas complètement ma priorité dans ma vie de tous les jours de penser vivant, environnement et ce que je faisais dans mon job et comment je le faisais. Mais fort de la papote avec Kako et de discussions que j'ai pu avoir avec ma femme, avec mes enfants, avec des amis, avec des collègues, j'ai un peu décidé de plonger dans l'aventure avec un très bon ami de la boîte, Olivier Medger, qui était mon Planet Champion. Et on a plongé un peu comme on plonge dans une aventure sans trop savoir où on allait, mais en se disant, allez, on va se laisser porter. Et je pense que c'est important de voir la CEC comme une aventure qui n'est pas une aventure exclusivement rationnelle et réfléchie, mais qui est une aventure humaine où les tripes et le cœur sont mis à l'épreuve, mais pour le meilleur. Donc on a plongé, je peux dire de manière assez nature, que pour moi, il y a quand même un avant et un après la CEC. Que ce parcours, il a été assez long, hein. Ça s'est fait sur un peu plus d'1 an, avec 6 sessions. Il y en a 2 qui m'ont particulièrement marqué. La première, qui était celle du constat, où je dois dire que la claque qu'on a vécue et la magnitude de la situation et l'urgence de la situation dans laquelle on était, et j'avais beau lire quelques bouquins, lire des journaux, écouter la radio, je pense que je n'avais pas saisi nécessairement ni l'urgence ni la magnitude. Et d'autre part, la session sur ce qu'on a appelé la nouvelle boussole, avec une phrase qui a changé ma vie, « Compter ce qui compte vraiment ». Et ça, en tant que dirigeant, ça a été une claque, puisque j'ai réalisé que pendant des années, en fait, j'avais dirigé ou bossé avec toujours une volonté de bien faire d'un point de vue opérationnel et économique,
mais que la vision globale de ce qui comptait, et notamment le respect du vivant, le souci de la planète, de ce que j'allais laisser après moi, et de l'impact aussi humain, était peut-être pas au cœur des priorités que j'avais quand je dirigeais. Alors j'ai la chance d'être depuis plus de 30 ans chez Renault Trucks et dans le groupe Volvo, d'être dans une position qui normalement doit me permettre d'avoir de l'impact. Et évidemment que cette CEC qui transforme, je pense que si on veut transformer le monde et transformer nos sociétés, on a une responsabilité en tant que dirigeant aussi de nous transformer, et que c'est notre transformation personnelle qui pourra, à mon avis, avoir un impact sur la suite. Donc, j'ai eu la chance de vivre ce parcours, cette transformation avec Olivier, donc le Planet Champion. Régulièrement, on a mis à bord l'ensemble de notre comité de direction et puis les membres de Renault Trucks France au sens large, même au-delà de Renault Trucks tout court. Et on a écrit notre feuille de route à partir d'une question générative qui était clé. Et je pense que, en tout cas, comme conseil, c'est de passer du temps sur la question générative, qui pour nous était une question assez provocatrice, puisqu'elle consistait à dire comment Renault Trucks accompagne la baisse du nombre de camions sur les routes et la baisse du nombre de kilomètres parcourus via des solutions optimisées, sécurisées, respectueuses de l'environnement. Mais il y avait quand même cette notion de potentiellement sortir du tout volume pour des solutions qui faisaient du sens pour le respect de la planète. Alors autant vous dire que ça n'a pas été simple de travailler là-dessus. On a travaillé sur 3-4 axes clés. Le premier, évidemment, qui était assez naturel, c'est comment offrir des solutions décarbonées. Donc notamment dans notre milieu sur l'électromobilité, ça allait de soi. Repenser la logistique urbaine et peut-être se dire, mais c'est pas normal que des camions roulent la moitié du temps et quand ils roulent la moitié à vide. Est-ce que c'est normal de vendre autant de camions quand on pourrait sûrement le faire avec moins? Faut-il nécessairement vendre des camions ou y a-t-il d'autres solutions? L'intermodal qui est moins pénalisant, la cyclo-logistique. Et puis, est-on obligé de vendre des camions à obsolescence programmée ou peut-on rentrer dans une logique de circularité avec des véhicules qu'on reconditionne pour une deuxième, une troisième vie? Même chose pour une pièce de rechange. Donc autant de pistes un peu révolutionnaires par rapport au mode de fonctionnement qu'on avait. Et tout ça, évidemment, en travaillant aussi sur la culture de l'entreprise, donc en passant du temps avec les équipes à réfléchir au pourquoi de ce qu'on faisait, à une vision engageante, une vision peut-être différente, avec des fondamentaux différents. Alors, force est de constater qu'on a lancé pas mal d'initiatives, qu'elles ne sont pas toutes couronnées de succès, et que parfois nous vivons des injonctions contradictoires entre une nécessité de performance par rapport à cette nécessité de modèles robustes dans ce nouvel écosystème qu'on a à gérer. Mais on s'est quand même lancé à fond là-dedans, et je dois dire, et en humilité, à la fois en fierté, qu'on a quand même fait bouger le curseur, qu'on a aujourd'hui des équipes vraiment à bord. On a d'ailleurs développé le concept de Planet Champions dans l'ensemble de Renault Trucks. On a 80 Planet Champions maintenant sur le site de Lyon. On en a une douzaine chez Renault Trucks France qui contribuent pas seulement sur le projet global de Renault Trucks, mais aussi dans notre quotidien de citoyens. Ça nous a forcé à travailler peut-être différemment aussi avec nos partenaires du réseau de distribution, avec certains de nos clients, avec des concurrents parfois avec qui on essaye de revoir des solutions peut-être qui font du sens globalement plutôt qu'indépendamment, donc de rentrer parfois dans des systèmes un peu de coopération avec des concurrents, de coopétition, donc de repenser un peu le schéma par rapport à des enjeux différents, par rapport à une aventure et un projet qui va bien au-delà de tout ce qu'on a fait avant. Pour moi, je suis convaincu que ce n'est pas la fin du monde, c'est peut-être la fin d'un monde qu'on essaye de construire, mais on a une aventure merveilleuse à mener avec beaucoup de vent de face, et notamment dans un contexte business qui est un peu moins facile en ce moment, des tensions, des injonctions contradictoires, des choix parfois sur la crête, mais je peux témoigner à titre personnel, au titre des équipes et au titre de Renault Trucks,
que je pense qu'on a grandi et que je pense qu'on est sur la voie d'un modèle peut-être plus pérenne, plus robuste et assurément plus intéressant pour moi. Donc voilà ce que je pouvais présenter en quelques 10 minutes. Je vous propose d'ouvrir une session de questions-réponses, mais je vous laisse gérer le truc et j'essaie de répondre le plus authentiquement possible. Merci Christophe. Merci beaucoup à toi en tout cas. C'est vrai que c'est très inspirant de voir à quel point ça a pu transformer et aussi bien. Alors je me tourne, hein, m'en voulez pas trop. Je me tourne pour m'adresser à Christophe. C'est vrai, c'est très inspirant le témoignage que tu as pu nous donner sur ta transformation à la fois personnelle et qui a infusé dans ton organisation. Alors je me tourne maintenant vers le public. Est-ce que certains d'entre vous auraient l'envie de poser une question ou un sujet par rapport à la fois au parcours, à la transformation? On a Marine qui est prête à vous envoyer ce petit cube. Il ne faut pas avoir peur. Le cube ne fait pas mal. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait une question, quelqu'un qui souhaiterait se lancer? C'est le micro. C'est le micro, oui, pardon, j'ai oublié. Ah, on a une question là-bas. Par contre, je vais tester un peu. Lance fort. Christophe, on a une question par ici. Ok. Bonsoir, Simon. Alors, il faut bien parler de devant, juste vraiment très proche, presque contre la mousse. Ouais. Okay. Bonsoir, Simon, tonnellerie d'Arnajou. Donc nous, on fabrique des barriques depuis longtemps et c'est pas un métier bien original. On rentre avec beaucoup de curiosité dans cette démarche. J'avais vu que vous aviez fait partie de la première session, non pas parce que je suis passionné de camions, mais bien que mon père ait été transporteur. Mais vous faites partie d'une société et vous avez au-dessus de vous des actionnaires, un directoire. Comment est-ce que ça s'est passé quand vous êtes rentré de votre parcours CEC à la fin de tout ce cycle d'une année? Plein de bonnes idées, plein de découvertes, plein d'envies pour vendre ça, en gros, à l'étage du dessus. Merci, c'est une super question. Et pour rien te cacher, parce que la CEC, on se tutoie, et puis on peut être passionné de camion même quand on n'est pas tombé dedans. J'ai eu une intervention avec Yannick Servan là, de la CEC sur le sujet, qui est un vrai bon sujet, qui est comment passer ce message aux actionnaires et comment se passer ce message aussi à certains salariés. Et ces deux populations pour lesquelles il y a rapidement de l'inquiétude. Je vais commencer rapidement par les salariés, je reviendrai sur les actionnaires. Sur les salariés, la conviction que j'ai, c'est que le discours authentique des enjeux, des risques, il doit être pris et que c'est de ne pas en parler qui génère, qui suscite des inquiétudes. Donc, je pense qu'il vaut mieux qu'on adresse avec eux et qu'on co-construise les solutions plutôt que de faire ça un peu en loose day. Par rapport aux actionnaires, il y a un conflit. En tout cas, des actionnaires, nous on est une boîte qui est cotée, des actionnaires qui espéreraient que ce modèle de transformation dégage une rentabilité à court terme aussi belle que celle d'un modèle éprouvé depuis un siècle, optimisé aux petits oignons. Donc, le travail à faire, et qui est un travail complexe, et je te dirais que ce n'est pas toujours un succès, et en ce moment où on vit quelques vents de face, la pression est là, mais c'est d'arriver à convaincre que le modèle qu'on propose ou la route que nous proposons est un modèle qui sera robuste et qui nous permettra de sortir en 2030-2035 avec des solutions pérennes, plutôt que d'optimiser ce qui a effectivement très bien marché jusqu'à aujourd'hui d'un point de vue économique, mais qui fait prendre fondamentalement des gros risques sur la durée à l'entreprise. Ce discours, on a la chance quand même d'avoir, nous, des actionnaires qui voient quand même globalement le temps long dans le groupe Volvo et qui entendent, même si je mentirais en disant que c'est rose, ils nous demandent de faire les deux. C'est-à-dire qu'ils nous demandent de sortir une performance court terme, et force est de constater que cette performance court terme permet de financer le nouveau modèle, mais que si nous ne réussissons pas sur le nouveau modèle, il n'y aura pas de pérennité de l'entreprise. Donc c'est ce que j'appelle les injonctions contradictoires, c'est ce que j'appelle la route qui n'est pas si simple, avec un cap qui est relativement clair, mais avec des bords à tirer qui ne le sont pas nécessairement. Donc on est dans un dialogue pas toujours évident,
pour même illustrer ce que je viens de te dire, c'est qu'il y a eu une première page d'un magazine du transport où il était écrit « Christophe Martin des General Trucks, il faut vendre moins de camions ». Ça n'a pas été complètement bien perçu par tout le monde dans l'entreprise et j'ai cru à un moment que j'allais refaire mon CV. Donc, c'est pas simple et je pense que c'est peut-être un peu plus facile. Je le vois avec certains de nos partenaires qui sont des sociétés familiales qui ont une relation au temps peut-être un peu différente et à la transmission un peu différente. Mais je pense que c'est un discours qu'on doit tenir aussi en vérité à nos actionnaires et pour certains, leur ouvrir les yeux. Mais je suis à fond favorable à une CEC des administrateurs. Je m'excuse d'avoir été un peu long, je crois que j'ai quasiment bouffé tout le temps avec une question. C'est vraiment très... C'est bien de prendre ce temps, on est là pour prendre ce temps et justement de poser ces questions. Et je pense que justement c'est très éclairant d'avoir cette profondeur et cette analyse de ta part avec ton vécu, ton expérience. Donc au contraire, merci beaucoup à toi, c'est très sympathique. On va même avoir un peu le temps. Ah bah, pour une autre question, c'est parfait. Ouais, en fait, non, c'est bon. Bonsoir. Donc Laurent, on va prolonger la question avec les autres parties prenantes de l'entreprise, que sont les fournisseurs et clients. Est-ce que ces parties-là ont été embarquées avec donc la société dans cette démarche? Et comment? Alors, pour la partie fournisseur, moi, ma partie, c'est vraiment l'aval. Donc, je sais qu'on a ce qu'on appelle, enfin, nos bureaux d'études, nos achats, nos usines qui travaillent beaucoup sur ces sujets-là, mais je ne serais pas vraiment en mesure d'en parler de manière pertinente. En revanche, oui, on a passé beaucoup de temps, d'abord avec notre réseau de distribution, qui est un acteur clé, puisque 80% des matériels qu'on vend, des solutions qu'on vend, le sont à travers notre réseau de distribution, et puis avec des clients. Et force est de constater que pour une grande partie de nos clients ou de nos partenaires, la décarbonation, le vivant n'est pas tout en haut de leur agenda. Et donc, il y a un temps d'explication, de travail en commun, qui commence pour moi par une partie culturelle. J'évoquais ce qu'on a fait avec les Planet Champions, une fresque du climat avec tous les salariés de l'entreprise. On l'a fait aussi avec notre réseau de distribution. On passe du temps avec nos clients. On est en train de sortir des solutions avec notre réseau de distribution, avec nos clients, de circularité, de cyclo-logistique, de location longue durée, où on remet à niveau des véhicules sur la durée. Donc des solutions réelles, business, qu'on construit avec eux. Alors, il y a comme chaque fois dans ces transitions, quelques partenaires et quelques clients qui sont moteurs, qui sont pionniers, et puis il y a ceux qui sont réticents, qui n'y croient peu, pas ou peu. La volonté, c'est pas d'ostraciser ou laisser de côté, c'est d'y aller petit à petit avec des gens qui y croient et qui s'accrochent, et plutôt de faire parler ceux qui prennent le risque et qui lead au nom du projet. Et je crois, comme dans toute transformation, et là pour le coup c'est un discours que je tiens aussi avec le réseau, avec les clients, les leaders, c'est pas nécessairement ceux qui attendent que tout soit passé pour y aller, c'est aussi cette prise de risque qui n'est pas toujours évidente à prendre, et parfois je dirais en franchise que j'ai la trouille dans les choix qu'on opère. Mais je pense que fondamentalement, on est dans le vrai parce que, en tout cas, la certitude que j'ai, c'est que le modèle qu'on a usé, réusé, trop usé, est un modèle mortifère et qu'il ne sera pas robuste. Merci beaucoup, Christophe. Voilà. Super. Merci beaucoup, Christophe. Je sais que tu as un impératif horaire. Tu nous l'avais témoigné. Et donc, je te remercie beaucoup. On te salue. Merci. Et au plaisir de se recroiser peut-être sur le parcours. Ouais. À bientôt. Et profitez à fond de cette belle aventure. Salut, merci. Merci beaucoup. Alors, on a une seconde partie de témoignages avec du présentiel cette fois-ci. Rémi, si c'est possible de rebasculer, merci beaucoup. Et on va accueillir deux alumni. Alors, une alumni du premier parcours, Caroline Schild de Picoty, parcours national, et Alexandre Bélanger
de Belco, alumni du parcours de la Nouvelle-Aquitaine 2023. Donc je vous en prie, venez sur scène. Je vais juste faire une petite installation scénique en même temps. C'est en improvisation totale, on va mettre des petites chaises quand même pour être plus tranquille. Hop, je vous rassure, il n'y a pas la biosphère dessus. Tout va bien. Hop, je vais prendre celle-ci. Hop là. Ouais, c'est moi qui fais aussi l'installation. On est polyfonctionnel. Hop. Tac. Ouais, debout, mais tac, je vous donne le petit micro. Je change tout. Je changeais tout le système scénique. Voilà. Ça vous va? Vous êtes bien assis? C'est parfait. On est bien là? C'est bien? Cool. Je vais juste allumer le microphone. Il est juste là, en bas. Ça va? Tac. Ouais, j'ai pas allumé ton micro. C'est parfait. On fait des petits tests? Test micro. C'est bon. Bonsoir. Ah, ouais. Bonsoir. Ok. Caroline, comment ça va ce soir? Je suis chaud. C'est vrai? À la fois excitée, privilégiée de l'avoir fait avant vous, et super jalouse de ne pas pouvoir le refaire. C'est vrai. Alexandre? Ça va très bien, merci. C'est vrai? Tranquille? Dans la lancée de la Regen Night, donc tout va bien, une belle énergie CEC cette semaine. Super, merci. Alors, je vais poser 2 questions vraiment sur le parcours à chacun de vous deux. Je vous laisse répondre comme vous voulez. Pour vous, à travers le parcours CEC, quel a été votre moment que vous retenez? Le moment un peu flash du parcours? Est-ce qu'il y a un moment particulier? Je vous laisse la liberté. Ouais. Je peux en citer 2. Ça commence. Ça commence. Ça sort. Non, vraiment un événement phare, perso, de ma transition intérieure, premier soirée de la première session, la claque que vous allez prendre, point d'orgue, le premier soir, le film Maintenant que tu sais de Emmanuel Keplin. J'ai pleuré, vraiment mon monde s'est écroulé. Et puis, c'est un peu négatif, mais à la fois, c'est quand même le point de départ. Et le deuxième, c'est en camp de base. Je ne sais plus quelle session c'est, mais sur la question générative, donc ça arrive assez vite, hein, session 2 peut-être. Ouais. Session 2. J'ai fait le parcours avec mon frère, qui depuis est devenu directeur général de Picoty. Et on a travaillé sur notre question générative, et j'ai pris conscience d'un truc hyper simple, vous allez trouver ça fou. J'ai pris conscience à quel point notre modèle, et probablement les vôtres aussi, était diamétralement opposé aux intérêts de nos clients. C'est-à-dire qu'on avait intérêt à vendre plus, parce qu'on vend du pétrole, hein, pour ceux qui ne connaissent pas Picoty, donc à vendre plus et plus cher pour favoriser les marges et le volume, et que nos clients, ils avaient intérêt à acheter moins et moins cher. Et je dis, mais il y a un couac. Et du coup, toute la suite de la CEC a consisté à essayer de réconcilier les intérêts tout en tenant compte des limites planétaires. Voilà. 2 moments-là, quoi. Très bien. Alexandre, est-ce que toi aussi, tu vas pas me faire 3 moments? Ça va être pire que ça. D'accord. C'est beaucoup plus diffus. Moi, je dirais que pour repositionner le contexte, Belco est une entreprise qui a commencé à transformer son business model en 2013. Et quand on est rentré à la CEC, ça faisait déjà une dizaine d'années. Ouais, d'ailleurs, pour préciser, tu es sourceur. C'était dans la question d'après, mais toi, tu es sourceur et importateur de café cacao. De café et de cacao, exactement. Pour préciser. Et l'une des choses que j'attendais beaucoup à la CEC, c'était de casser l'isolement et la solitude que j'ai eu pendant 10 ans. Parce qu'on n'est pas né vertueux, on a transformé notre modèle 7 ans après la création de l'entreprise, et il y a eu des moments hyper durs. Notamment, je veux dire, quand on n'est jamais, on est soit pendant plusieurs années, on a été jugé en fait par nos clients, par nos fournisseurs, trop bien, pas assez bien. Et j'avais beaucoup de mal, moi, à réagir par rapport à ça, et j'avais du mal, fallait s'accrocher à ses convictions pour continuer le chemin pendant ces 10 années. Et donc, quand on est rentré à la CEC, le vrai sujet pour moi, c'était le collectif. C'était de me dire, il va y avoir d'autres dirigeants d'entreprise qui, globalement, ont à peu près les mêmes convictions, les mêmes valeurs, les mêmes envies que celles qu'on peut avoir chez Belco, et on va pouvoir en discuter ensemble. Donc, je dirais que c'est pas un moment, c'est des moments, c'est chaque moment pendant l'ensemble du parcours
où j'ai eu l'occasion d'échanger avec des dirigeantes, avec des dirigeants et avec les équipes qui organisent la CEC, m'ont fait beaucoup de bien et me permettent d'être là aujourd'hui et de continuer le chemin qui a été entamé en 2013 de transformation du modèle d'affaires de Belco. Merci beaucoup. En tout cas, c'est très je vous avais vraiment hacké le système. Hein. C'est commun apparemment à la CEC. Et justement, alors, je voulais rebondir peut-être sur la question de se dire, ok, le mouvement de transformation. Donc toi, ça a été au continu. Toi, vraiment 2 moments clés. Qu'est-ce que ça a changé chez vous, en fait, vraiment indépendamment de votre activité? C'est pour ça que je voulais mettre de côté l'activité dans un premier temps. Vous-même, au fond de vous, qu'est-ce que ça a changé? Quelle transformation vous avez vécue intérieurement? On a le droit au silence. Oui, parce que c'est une grosse question. Donc, non, moi, clairement, ça a changé ma vision de la gouvernance collective. Vraiment. Pendant ces 10 années, là j'en parlais à l'instant, j'ai essayé de construire le plus collectivement possible les stratégies, les feuilles de route de Belco. Et en fait, dans le cadre du parcours CEC, je me suis rendu compte que je m'étais quand même pas mal trompé. Il se trouve qu'on a créé au tout début du parcours, on s'est dit qu'on ne pouvait pas vivre ce chemin seul avec Simon qui m'accompagnait, et on a créé ce qu'on appelle d'ailleurs aujourd'hui le collectif Belco pour le vivant, qui est un collectif de salariés de chez Belco qui étaient volontaires et à qui on a demandé de façon totalement indépendante de faire le même chemin que nous. On leur a donné les mêmes outils finalement. Et on s'est rendu compte au bout de quelques mois qu'il y avait un impact assez extraordinaire sur l'enrichissement de la stratégie, de la feuille de route, sur l'adhésion, sur la représentation. Je veux dire, ils sentaient vraiment tous les salariés représentant le collectif Belco pour le vivant incarner la stratégie et la feuille de route de Belco. Ils continuent à l'incarner. Et ça m'a fait prendre conscience qu'en fait, quand on voulait construire des choses collectivement, il fallait pas chercher à expliquer, à faire adhérer, mais il fallait savoir poser des questions et laisser les gens réfléchir. Merci. Caroline, tu es inspirée? Moi, j'ai changé en fait. Je pensais être écolo et en fait, j'étais un bébé en devenir et j'ai grandi à la CEC. Je me suis endurcie. J'ai gagné une certaine profondeur d'ambition, une détermination inébranlable avec le nombre de portes qu'on prend tous les jours, la profondeur de la transition intérieure est proportionnelle à l'énergie que ça vous donne par la suite. Et il vaut mieux parce qu'il faut vraiment avoir la foi, quoi. Ouais, ça, je veux bien croire. Merci, Caroline. Alors justement, pour rentrer un petit peu dans les mesures concrètes par rapport à ces changements profonds, une question relativement simple. On reprend vos business models respectifs et donnez-moi une mesure concrète dans laquelle vous avez mis le vivant au cœur de votre activité. À chaque fois, j'ai un bon silence. En fait, il n'y a rien. Ouais. Tu nous as parlé de Belco pour le vivant, donc probablement tu peux nous donner une mesure très concrète qui... Oui, je vais donner une mesure extrêmement concrète. On a créé au Salvador un projet pilote, donc là qui est sorti il y a quelques semaines, ou 2-3 mois, de ferme-école. Donc on a créé une ferme, un centre de formation pour les producteurs, dans lesquels on met à disposition des formateurs et qui accompagnent les producteurs dans le développement des connaissances autour de l'agroécologie. Effectivement, très belle action. Je me disais qu'il y a déjà des fervents admirateurs. Caroline, juste rappeler un tout petit peu aussi, tu as commencé donc, de rappeler un peu ton activité. Et pareil, comment tu as pu installer le vivant? Ouais, quand même, pour que vous compreniez, Picotti, c'est une entreprise centenaire. Mon arrière-grand-père a fondé l'entreprise qui est née de la mécanisation agricole. On a commencé à vendre des fossiles il y a 102 ans. Malheureusement, pour la planète, c'est pas prêt de s'arrêter, mais on va œuvrer pour sevrer nos clients. Et notre rapport au vivant, en fait, il n'est pas hyper clair. Et en fait, on a compris après l'impact qu'on avait sur les ressources et un changement concret sur lequel on est en train de travailler, par exemple, par rapport au vivant. C'est on s'est dit,
qu'est-ce qui se passe si Picoty essayait de se mettre au service d'une agriculture régénérative ? Les collaborateurs, l'équipe de travail, ils se sont dit, ça y est, elle est folle. Heureusement que je suis actionnaire parce que du coup, ils m'écoutent un peu. Et du coup, on dit, ouais, le lien, c'est simple. On vend du GNR, du gasoil non routier, aux agriculteurs. Sauf que s'ils se lancent dans un système vertueux d'agriculture, normalement, ils vont moins labourer. Et moins de labour égale moins de GNR. Et donc, c'est un peu Christophe avec ses camions tout à l'heure. Donc, forcément, si moi je dis, on va vendre moins de GNR, on va moins de gasoil, etc. Et donc, plus de marge. Plus de marge. Plus de marge. Voilà. Et je leur dis, mais et si on vendait moins cher aux agriculteurs qui se lancent dans une agriculture régénérative, et si... Voilà, on essaye de hacker le modèle. Et donc, un des grands enseignements de la CEC, c'est l'importance de la coopération. C'est super dur à mettre en œuvre. Il faut vraiment complètement changer de mindset parce que c'est vachement plus facile d'aller seul au but. Mais d'y aller ensemble, on va plus loin. Vous connaissez l'adage. Sauf que pour se mettre en route, c'est compliqué. Donc en fait, on contacte nos clients agriculteurs, des CUMA, des collectivités, des concessionnaires de matériel agricole, des constructeurs. Et on se dit comment ensemble on peut se mettre au service d'une agriculture régénérative. Et on se dit, typiquement, si le GNR était inclus dans une offre peut-être de location de matériel agricole, vous connaissez l'économie de la fonctionnalité, donc on réfléchit aux usages, c'est comment on pourrait vendre un usage pour que l'agriculteur qui a déjà du mal à boucler sa fin de mois et qui n'arrive pas à vivre de son activité, on ne ponctionne pas plus encore sur ses ressources. Voilà, donc comment peut-être... encourager un système d'agriculture régénérative grâce à notre offre, ensemble, avec des acteurs du territoire. Donc localement. Localement. Ouais. Donc, d'une partie, empouvoirer les populations locales pour justement s'approprier les enjeux du vivant, et c'est Belco qui finance et qui active. Et toi, chez Picoty, c'est de se dire, agriculture régénérative, je préserve l'état des sols, je préserve la biodiversité, et je trouve un nouveau modèle où je vais chercher de la valeur ailleurs. C'est ça les deux grandes actions. Question, où est-ce que ça en est aujourd'hui, et est-ce qu'il y a des échecs dans cette mise en œuvre? Ou est-ce que vous avez rencontré des échecs ailleurs? Alors, moi, j'ai terminé beaucoup plus récemment le parcours, donc je pense qu'on ne peut pas encore parler d'échec. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'il y a des freins, il y a des difficultés. La principale difficulté, c'est d'embarquer les parties prenantes. C'est une difficulté, en même temps, c'est un super challenge, et c'est un challenge qu'on a tous. Donc je pense que grâce au collectif de la CEC, on peut puiser l'énergie de relever ce challenge tous ensemble. Pour Belco, concrètement, le sujet, c'est d'embarquer ses clients. Donc, on travaille avec 1500 torréfacteurs et chocolatiers qui sont répartis dans une trentaine de pays d'Europe. Donc, tout le sujet, c'est que si eux n'ont pas la même prise de conscience que nous, finalement, on n'arrive pas à avancer. Et donc là, on travaille actuellement avec l'Institut CEC, avec Yannick Servant, je crois que c'est Christophe qui a cité son nom tout à l'heure, pour organiser un grand événement pour les chocolatiers et les torréfacteurs, avec l'Institut, et donc pendant 2-3 jours, faire prendre conscience à nos clients des enjeux de nos filières pour pouvoir, et puis les inviter à se mettre en action à nos côtés, le tout accompagné par un panel de services qui sera rendu disponible par Belco. Ça, c'est le premier point. Il y a un deuxième sujet hyper important, parce que tout ça, ça se finance, en fait. Toutes ces actions doivent se financer. Et donc, c'est travailler sur la désirabilité, le maintien de la désirabilité de la consommation des produits et la valorisation de toutes ces démarches auprès du consommateur. Donc là aussi, l'idée, c'est de trouver une certaine forme de cohérence dans l'ensemble de nos actions. L'agroécologie, le paysanat. Nous, on travaille avec des artisans, donc des artisans locaux. Et on a fait un petit lien entre toutes ces piliers en fait, de l'offre, qui est le fait de transporter nos cafés, nos cacaos sur des voiliers cargo. Et donc, en connectant les paysans, l'agroécologie, le transport à la voile et l'artisanat local, on arrive à créer un concept désirable pour le futur, pour le café, pour les cacaos. Voilà. Merci en tout cas.
Caroline, dans la même réflexion Bah, nous, des échecs, on en a plein. Enfin, au moins des déceptions. Super. Non, mais faut les motiver quand même. Hein. Non, mais en fait, pour vous dire que le challenge est hyper excitant parce que des réussites, il y en a 10 fois plus. Mais quand même, je vais vous parler des freins, puisque c'est la question. La résistance au changement, c'est la principale, dans les équipes et à l'extérieur, les clients. Mais dans les équipes, on a des collaborateurs avec une fidélité, une ancienneté folle. La plupart, ils ont quand même du gasoil qui coule dans les veines. Donc, comment on peut leur expliquer qu'on a une responsabilité dans inculquer à nos clients la sobriété ? On l'a appris un peu pendant la crise d'Ukraine, mais c'est chaud, quoi. Donc ça, on a un vrai sujet sur le rapport à la décroissance. On aimerait arrêter le fuel, comme voilà. Donc comment on fait ça ? La diminution de tes volumes, c'est ça ? Oui, okay. Exactement. Vous connaissez sans doute mieux Picoty sous le nom des stations-service qu'on opère, 800 stations-service Avia en France. Moi, je rêve qu'il y ait écrit « Roulez moins » sur les hauvents de station-service, sauf que si je fais ça, je vais refaire mon CV rapidement. Donc, en gros, c'est résistance au changement. Il y a aussi donc rapport à la décroissance, à la sobriété. Il y a le financement, mais tout ça, ça se dépasse à force d'énergie, de motivation, de méthode. Et le dernier peut-être truc qui coince, c'est le rythme. C'est-à-dire qu'avec mon frère, on est hyper alignés parce qu'on a passé beaucoup de temps ensemble à la CEC à s'aligner sur la vision, le cap. Et le seul endroit où ça blesse un peu, c'est le rythme, où moi, je pousse très fort et lui, il retient. Et donc, il est dans la continuité, moi, dans la rupture. Et donc, comment on fait sur le rythme? On a la chance d'être une entreprise familiale, comme Christophe et d'autres le mentionnaient. On regarde le temps long et la pérennité. Donc, en fait, c'est une chance incroyable pour faire de toutes ces contraintes des opportunités. Merci beaucoup, Caroline. Je suis navré, mais on ne prendra pas de questions. Il y aura l'occasion de discuter avec Caroline au cocktail qui va suivre. En tout cas, merci beaucoup à vous deux pour vos témoignages. À retenir en tout cas qu'il y a des enjeux de coopération, qu'on est capable d'agir, d'aller même au-delà de nos frontières, d'envisager la coopération. Et on voit qu'il y a des freins au changement. Mais j'ai envie de dire, c'est pour ça que nous sommes là ce soir, la jouer collectivement. Merci beaucoup à vous deux en tout cas. Merci. Et bon parcours. Merci. Merci Emmanuel. Ça vous a permis de rencontrer quelques membres de l'équipe ce soir. C'est le temps non du mot de la fin pour ce soir, mais évidemment le mot du début pour le début de l'aventure pour vous. J'espère que vous avez passé un premier bon moment à vous rencontrer. D'entendre les alumni, merci beaucoup de vos témoignages. C'est très précieux. Et en même temps, pour nous, équipe, ou alors je vais parler en mon jeu, c'est ce qu'on dit à la CEC, je vais parler en mon jeu. Je me dis toujours, c'est un peu comme quand on va voir un bon film, et du coup, on raconte tout ce qu'on a aimé et tout, donc on se dit, on va aller voir le film. Et donc j'espère que, comme vous allez entendre les conseils de Lucille, venez à la CEC en lâchant prise, sans vous dire je vais avoir la même ambition que Picoty, les mêmes enjeux que Belco, ou alors sans vous dire oh là là, mais j'y arriverai jamais à être à la hauteur de Christophe Martin et de ses équipes. Venez comme vous êtes et laissez-vous porter par ce qu'on va vous proposer. Voilà, c'est vraiment le message que j'ai envie de donner sur ce mot de la fin. Et aussi à titre personnel, mais je sais que l'équipe est là pour ça et tout le mouvement est là pour ça. On a envie de vous donner, de vous transmettre l'enthousiasme et la joie. On y a été très soft ce soir, par petite touche sur cet aspect tête, cœur et corps. On est capable de donner plus et on attend de voir, vous, comment vous êtes capable de vous approprier ce qu'on va vous proposer. Ce qu'on dit souvent, et vous me l'avez déjà entendu dire, c'est un parcours sur lequel on est en co-responsabilité. L'équipe va se mobiliser, va vous donner le meilleur d'elle-même pour que vous viviez la meilleure des expériences. Mais maintenant, c'est à vous. Maintenant, c'est à vous de jouer. Donc, merci à vous pour votre présence. Je vais vous inviter à tous descendre.
Ah bah oui, mais j'attendais qu'elle apparaisse pour l'avoir en tête. Je vous présente ce qu'on appelle du coup une transcription graphique de notre facilitatrice graphique qui s'appelle Camille et qui est cachée dans les coulisses, mais qu'on peut... Voilà, elle se lève, elle nous fait coucou. Camille sera accompagnée cette année de Anne-Laure que vous rencontrerez plus tard dans les sessions. Pour soutenir le projet et raconter un petit peu l'histoire que vous êtes en train de vivre à travers l'illustration graphique. Voilà, c'est un élément qu'on aime apporter aussi à la CEC. Il y a des personnes plus auditives, plus visuelles. Donc je vous laisse peut-être quelques secondes pour en prendre connaissance. Il y a plusieurs planches sur les différentes interventions que vous avez vécues ce soir. Marine va récupérer toutes ces planches pour que vous les ayez sur Inside, le site qu'elle vous a présenté. Donc vous pourrez les retrouver dans votre espace en ligne. Et pendant que ces planches défilent, puisqu'on a quand même... Non, j'ai l'impression que vous avez très envie de regarder ce qui se passe à l'écran. Je vous laisse. Normalement, ce qui est chouette, c'est d'avoir Camille qui commente un petit peu, et on le fera sur d'autres sessions. Là, la technique est vraiment loin de nous. Et voilà, ça revient. Il y en a qui suivent. C'est bientôt l'heure du cocktail. Mais avant ça, photo qui immortalise évidemment ce moment. Tout le monde est le bienvenu, tout le monde fait partie de la grande famille et du collectif. Rémi va mettre le logo de la CEC en arrière-plan. Je vous invite à tous descendre et on va tous se mettre sur la scène. Et c'est Jean-Julien, notre vidéaste et photographe, qui va nous prendre en photo. Et ensuite, ce sera place au cocktail. La remontée pour le cocktail, je vous le dis tout de suite, se fait par le haut. Voilà, et ce sera dans l'espace Lafayette, en haut de l'amphi.